Dans une petite ville paisible, où tout le monde se connaît, vivait Amara, une jeune fille noire de 18 ans, dont le sourire éclatant et la passion pour la danse illuminaient chaque coin de rue. Issue d'une famille modeste mais aimante, Amara avait grandi avec des valeurs solides, l'honnêteté et le respect des autres. Malgré les difficultés rencontrées au quotidien, elle gardait un optimisme indéfectible et nourrissait un rêve ardent, celui de devenir danseuse professionnelle. Amara, bien que jeune, avait réussi à économiser de l'argent grâce à de petits boulots et au soutien de sa famille, ce qui lui avait permis d'acheter une voiture d'occasion, un symbole de son indépendance et de son travail acharné. Ce jour-là, alors qu'elle s'arrêtait devant le magasin dans sa voiture de luxe, elle ressentit une certaine fierté mêlée d'appréhension. Elle savait que peu de jeunes filles de son âge, surtout issues de milieux modestes comme le sien, avaient cette chance. À l'intérieur du magasin, Amara se dirigea vers le réfrigérateur pour prendre une bouteille d'eau. Elle remarqua rapidement le regard insistant du caissier, un homme plus âgé qu'elle avait déjà vu plusieurs fois dans le quartier. Son expression sévère et méfiante la mit mal à l'aise, mais elle n'y prêta pas trop attention. Après tout, elle était simplement là pour acheter de l'eau. Cependant, en se dirigeant vers la caisse pour payer, l'attitude du caissier se fit plus oppressante. Il la fixait, comme s'il attendait qu'elle commette une erreur. Amara, mal à l'aise, lui tendit l'argent avec un sourire poli, espérant alléger l'atmosphère. Mais le caissier resta froid, acceptant l'argent avec une lenteur exagérée tout en continuant de la scruter de ses yeux perçants. Lorsqu'elle quitta le magasin, une sensation de malaise la suivit. Elle monta dans sa voiture, mais à peine avait-elle fermé la portière qu'elle vit dans son rétroviseur une voiture de police s'approcher rapidement. Les agents descendirent immédiatement et lui ordonnèrent de sortir du véhicule. Amara sortit de sa voiture, le cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal, mais l'attitude brusque des policiers lui fit monter l'angoisse. L'un des agents, un homme au regard dur et à la mâchoire serrée, s'approcha d'elle avec une expression méfiante. Il la scruta de la tête aux pieds avant de jeter un coup d'œil à la voiture. « On a reçu un appel concernant un vol de voiture dans le quartier », déclara-t-il sèchement. « Et cette voiture, je suis sûr qu'elle ne t'appartient pas. Tu as une explication ?» Amara, encore sous le choc, balbutia quelques mots. « C'est ma voiture. Je l'ai achetée avec mes économies. J'ai les papiers dans la boîte à gants si vous voulez vérifier. » L'agent haussa un sourcil, visiblement peu convaincu. « Une jeune fille de ton âge, avec une voiture comme ça ? Je suis désolé, mais ça ne colle pas. Soit tu l'as volée, soit tes parents sont impliqués dans des affaires illégales. » À ces mots, Amara sentit son estomac se nouer. Comment pouvait-on l'accuser d'un tel crime simplement à cause de son apparence et de ses origines modestes ? Elle tenta de garder son calme, sachant qu'une réaction excessive pourrait aggraver la situation. « Monsieur, je vous assure que cette voiture est à moi. Je n'ai rien fait de mal. » Le deuxième policier, qui avait observé la scène en silence jusque-là, prit la parole d'une voix moins agressive. « Montre-nous les papiers, s'il te plaît. Si tout est en règle, tu pourras repartir sans problème. » Amara acquiesça et se dirigea lentement vers la voiture, consciente du regard perçant des deux agents fixés sur elle. Elle ouvrit la boîte à gants, sortit les documents, et les tendit au policier. Celui-ci les examina attentivement, ses yeux allant de la carte grise à Amara, puis à la voiture. Paul regarda les papiers qu'Amara lui tendait. Tout semblait en règle, mais un doute s'insinua en lui, un doute alimenté par ses propres préjugés et la méfiance que Jacques lui avait inculquée. Tandis qu'Amara attendait nerveusement, Paul se tourna vers elle avec un regard calculateur. « On va faire une petite vérification, » dit-il, gardant les documents dans une main tout en parcourant la voiture du regard. Puis, prenant une décision en une fraction de seconde, il s'approcha de la portière côté conducteur et se pencha à l'intérieur. C'est à ce moment que Paul commença à fouiller discrètement dans l'habitacle. Il feignit de chercher une quelconque anomalie, un indice qui pourrait justifier ses soupçons, mais en réalité, il cherchait un moyen de compliquer les choses pour Amara. Alors qu'il passait une main sous le siège, ses doigts se refermèrent sur quelque chose de métallique. Il sortit discrètement une arme à feu qu'il avait sur lui, et, vérifiant que Jacques ne regardait pas, il la glissa sous le siège du conducteur. Paul se redressa ensuite, l'air grave. «
Il y a quelque chose que tu veux nous dire, Amara, demanda-t-il, son ton plus insistant qu'auparavant. Amara, qui observait la scène avec une inquiétude croissante, fronça les sourcils. Non, monsieur. Je vous ai tout dit. C'est ma voiture, et je n'ai rien à cacher. Paul la regarda intensément, ses yeux brillant d'une lueur qu'Amara ne comprenait pas. Où est ton copain? Demanda-t-il brusquement, changeant soudain de sujet. Amara, surprise par la question, répondit en bafouillant. Mon copain? Il était avec moi ce matin, je l'ai déposé chez lui il y a environ 30 minutes. Pourquoi? Paul hocha la tête, comme s'il notait mentalement chaque mot. Et cette arme, dit-il soudain, sa voix perçant le silence lourd de tension. Donne-moi les papiers de cette arme, ainsi que ta licence, si tu en as une. Le sang d'Amara se glaça. Quelle arme? Je n'ai pas d'arme, monsieur. Je ne sais même pas comment utiliser une arme. Paul secoua la tête avec un sourire en coin, un sourire qui ne présageait rien de bon. Tu veux dire que tu n'es pas au courant de l'arme qui se trouve sous ton siège? Amara écarquilla les yeux, horrifiée. Non. Ce n'est pas possible, je n'ai rien mis là, je le jure. Son cœur battait à tout rompre, et elle se sentait piégée, comme un animal pris au piège. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal, mais comment prouver son innocence quand tout semblait se retourner contre elle? Paul, faisant semblant de vérifier sous le siège, se redressa en tenant l'arme dans sa main. C'est bizarre, Amara. Tu dis que tu n'as rien à voir avec cette arme, mais elle se trouve pourtant dans ta voiture. Amara sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de céder à la panique. Je ne sais pas d'où elle vient. Vous devez me croire. Le deuxième policier, Jacques, s'approcha en entendant la discussion. Que se passe-t-il ici, Paul? Demanda-t-il, remarquant l'arme que Paul tenait. Elle prétend ne pas savoir d'où vient cette arme, répondit Paul avec un haussement d'épaules, comme si cela lui semblait improbable. Jacques plissa les yeux, fixant Amara. Si c'est ta voiture, tu devrais savoir ce qui se trouve à l'intérieur. Amara, terrifiée, secoua la tête. Je vous le promets, je n'ai jamais vu cette arme avant. Jacques la scruta pendant un long moment, puis regarda Paul. On ne peut pas la laisser partir avec ça, Paul. Il faut l'emmener au poste pour enquête. Paul acquiesça, son visage impassible. Exactement. Elle est suspecte, et on doit tirer cela au clair. Amara sentit ses jambes flancher sous elle. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne suis pas une criminelle. Quelqu'un a dû la mettre là sans que je le sache. Vous devez me croire. Mais les policiers restèrent de marbre. Paul rangea l'arme dans un sac scellé, puis attrapa Amara par le bras. On verra ça au poste. Pour l'instant, tu es en état d'arrestation pour possession d'une arme illégale. Alors qu'Amara était emmenée au poste de police, elle ne pouvait s'empêcher de sentir une profonde injustice peser sur elle. Chaque pas la rapprochait de ce bâtiment austère, et son esprit était envahi de pensées tourmentées. Comment en était-elle arrivée là? Comment pouvait-elle prouver son innocence face à une situation aussi désespérée? Lorsqu'ils arrivèrent au poste, les policiers la guidèrent à travers les couloirs jusqu'à une petite salle d'interrogatoire. Les murs étaient gris, froids, et la lumière y était crue, accentuant l'atmosphère oppressante. Amara, bien qu'effrayée, essayait de garder son calme, se répétant qu'elle n'avait rien fait de mal. C'est alors qu'un homme entra dans la pièce. Il portait un uniforme impeccable, mais ce qui frappait le plus, c'était son regard. Contrairement aux autres policiers, son regard était empreint de compassion. Il s'agissait du colonel Damba, un homme d'origine africaine, dont les traits révélaient une sagesse et une expérience forgée par des années de service. « Asseyez-vous, mademoiselle Amara », dit-il d'une voix douce, mais autoritaire. Amara obéit, reconnaissante pour cette première marque de respect qu'on lui accordait depuis son arrestation. Le colonel prit place en face d'elle, posant un dossier sur la table entre eux. Il resta silencieux pendant quelques instants, la regardant intensément comme pour évaluer la situation. Puis, il poussa un léger soupir. « J'ai examiné votre dossier », commença-t-il. « Vous n'avez pas de casier judiciaire, et tout le monde dans cette ville vous connaît comme une jeune fille honnête et travailleuse. Alors, dites-moi,
comment une arme à feu a-t-elle pu se retrouver dans votre voiture? Amara, sentant enfin une opportunité de se faire entendre, prit une grande inspiration. Je vous jure, colonel, je n'ai jamais vu cette arme avant aujourd'hui. Je ne sais pas comment elle est arrivée là. J'ai travaillé dur pour acheter cette voiture, et je ne ferai jamais rien pour risquer de perdre tout ce que j'ai construit. Le colonel hocha la tête, écoutant chaque mot avec attention. Il voyait la sincérité dans les yeux d'Amara, mais en tant qu'officier de la loi, il savait que les apparences pouvaient parfois être trompeuses. « Je vous crois, Amara, » répondit-il après un moment. « Mais comprendre que la loi demande des preuves. Vous dites que l'arme ne vous appartient pas, et je veux vous aider à prouver votre innocence. » Amara sentit une vague de soulagement l'envahir, bien que l'inquiétude restât présente. « Merci, colonel. Je ne sais pas comment prouver que je n'ai rien à voir avec cette arme, mais je vous promets que je n'ai jamais été mêlé à quelque chose d'illégal. » Le colonel d'en bas se leva et commença à faire les 100 pas dans la petite pièce. « Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire, et je compte bien découvrir quoi. Je vais ordonner une enquête plus approfondie. » Amara était assise, essayant de contenir ses émotions, tandis que le colonel d'en bas réfléchissait à la manière de mener cette enquête. Il savait que chaque minute comptait, et il ne voulait pas laisser cette jeune fille subir une injustice. C'est alors que la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit brusquement. Les parents d'Amara, visiblement angoissés, entrèrent dans la pièce. Sa mère, une femme à l'air doux mais déterminée, se précipita vers elle, tandis que son père, un homme grand et imposant, jeta un regard dur aux policiers présents. Le colonel d'en bas se tourna vers eux, prêt à les apaiser, mais lorsqu'il vit le père d'Amara, son visage s'illumina d'une reconnaissance soudaine. « Monsieur Diallo? C'est bien vous ?» Le père d'Amara, surpris, leva les yeux vers le colonel. Après un instant, un sourire chaleureux se dessina sur son visage. « Colonel d'en bas? Je ne peux pas croire que c'est vous. » Les deux hommes échangèrent une poignée de mains fermes, et il était clair qu'ils se connaissaient bien. Le colonel se souvenait des années où ils étaient voisins dans un vieil immeuble d'un quartier modeste, lorsque la petite Amara n'était qu'un bébé. Le père d'Amara était un homme respecté pour sa droiture et son honnêteté, et le colonel d'en bas avait toujours eu une grande estime pour lui. « Je suis désolé que nous nous rencontrions dans de telles circonstances, » dit le colonel en hochant la tête. « Votre fille m'assure qu'elle n'a rien à voir avec cette arme, et je la crois. Mais les preuves doivent être rassemblées. » Le père d'Amara acquiesça, l'inquiétude toujours visible sur son visage. « Je vous fais confiance, colonel. Je sais que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour découvrir la vérité. » Le colonel d'en bas se tourna alors vers les autres policiers présents. « Nous allons fouiller cette affaire en profondeur. Premièrement, je veux que l'arme trouvée soit examinée pour des empreintes. Deuxièmement, je veux que nous vérifions les enregistrements des caméras de surveillance autour du magasin où Amara s'est arrêtée. Et enfin, je veux que nous interrogions les policiers qui étaient sur place, pour comprendre comment ils ont découvert l'arme. » C'est alors que la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit brusquement, révélant un jeune policier, visiblement nerveux, tenant un dossier dans ses mains tremblantes. Le colonel d'en bas se tourna vers lui, son regard pénétrant transperçant l'air. « Que se passe-t-il, Pierre ?» demanda-t-il avec autorité. Pierre, encore hésitant, prit une profonde inspiration avant de parler. « Colonel, je crois que vous devez voir ceci. » Il tendit le dossier au colonel, qui l'ouvrit rapidement. À l'intérieur se trouvait une série de photos et un rapport détaillé. Mais ce qui attira immédiatement l'attention du colonel était une vidéo. Le colonel d'en bas inséra la clé USB jointe au dossier dans un ordinateur portable posé sur la table. La vidéo commença à jouer, révélant une scène filmée depuis une caméra de patrouille. Les images étaient légèrement tremblantes, mais il était clair qu'elles avaient été enregistrées à proximité du magasin où Amara avait été arrêtée. La vidéo montrait l'agent Paul, en train de manipuler quelque chose sous le siège de la voiture d'Amara. Il était évident qu'il plaçait l'arme sous le siège, mais avec une précaution qui montrait qu'il ne voulait pas être vu. Le colonel arrêta la vidéo, le visage assombri par la colère. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il, son ton devenant glacial. Pierre baissa les yeux. « C'est une preuve que Paul a placé cette arme dans la voiture d'Amara, colonel.
L'agent qui a filmé cette vidéo m'a confié qu'il en avait marre des abus de pouvoir et des injustices commises par certains de ses collègues. Il a enregistré cette vidéo pour prouver la vérité. Paul fut convoqué. Le colonel d'Amba l'accueillit avec une expression impassible. « Paul, j'ai visionné les vidéos de surveillance. Il semble que quelqu'un ait placé une arme dans la voiture d'Amara avant son arrestation. Auriez-vous quelque chose à ajouter ?» Paul, pris au dépourvu, tenta de garder son calme. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, colonel. C'est peut-être une erreur. » D'Amba ne se laissa pas impressionner. « Paul, vous avez servi sous mes ordres pendant des années. J'espérais ne jamais avoir à dire cela, mais les preuves sont contre vous. Nous allons devoir vous suspendre de vos fonctions pendant que nous poursuivons cette enquête. » Paul, voyant que le colonel ne plaisantait pas, commença à paniquer. « Colonel, écoutez. Je n'avais pas le choix. On m'a mis la pression pour trouver un coupable rapidement, et... Qui vous a mis cette pression ?» Le colonel d'Amba demanda avec une froide détermination. Paul baissa les yeux, incapable de répondre. « Je ne peux pas en parler. »« Vous feriez mieux de parler, Paul. Vous risquez bien plus qu'une simple suspension si vous continuez à vous taire. » Sentant le poids de sa culpabilité et de la situation s'alourdir, Paul craqua. « C'était Jacques. Il m'a dit de faire en sorte qu'Amara soit arrêté. Il m'a convaincu que c'était juste une petite mise en scène pour qu'on puisse prouver un point, que ça ne ferait de mal à personne. Je n'aurais jamais dû accepter. » Le colonel d'Amba soupira profondément, se sentant trahi par deux de ses hommes. « Paul, je vous remercie d'avoir avoué. Vous allez être placé en détention en attendant la suite de l'enquête. Jacques sera également interrogé. » Quelques heures plus tard, après avoir confronté Jacques et rassemblé tous les éléments nécessaires, le colonel d'Amba retourna voir Amara. « Amara, vous êtes libre de partir. L'arme a été placée dans votre voiture dans le but de vous incriminer. Les responsables vont être jugés pour leurs actes. Je vous présente mes plus sincères excuses pour ce que vous avez traversé. » Amara, épuisée mais soulagée, laissa échapper un profond soupir. « Merci, colonel. Merci de m'avoir écouté et d'avoir cherché la vérité. » Le colonel d'Amba hocha la tête, avec un sourire rassurant. « Vous avez fait preuve d'un courage remarquable. Prenez soin de vous, Amara. » Le lendemain, la nouvelle de l'arrestation de Paul et Jacques se répandit rapidement dans toute la brigade. Les policiers, autrefois respectés, étaient maintenant vus comme des traîtres. Le colonel d'Amba, bien que satisfait d'avoir fait éclater la vérité, ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond malaise. Il avait toujours prôné l'intégrité et l'honneur au sein de son équipe, et cette affaire avait ébranlé ses convictions. Pendant ce temps, Amara, encore sous le choc des événements, essayait de retrouver un semblant de normalité. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle était déterminée à ne pas laisser cette injustice la définir. Elle décida de retourner à son travail, malgré les murmures et les regards curieux. Elle se disait que c'était la meilleure façon de montrer qu'elle n'était pas une victime, mais une survivante. Quelques semaines plus tard, le procès de Paul et Jacques commença. Le tribunal était rempli de journalistes et de curieux venus assister à ce qui était devenu l'affaire de l'année. Les preuves accablantes présentées par le procureur ne laissaient aucun doute sur la culpabilité des deux hommes. Leurs tentatives désespérées de se justifier n'ont fait que renforcer la détermination du juge à rendre un verdict sévère. Finalement, Paul et Jacques furent condamnés à 10 ans de prison pour falsification de preuves, abus de pouvoir et mise en danger de la vie d'autrui. Leur carrière était brisée, et leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Quant à Amara, elle devint un symbole de résilience pour beaucoup. Elle utilisa son expérience pour sensibiliser le public aux dangers des abus de pouvoir et de la corruption. Invitée à des conférences et des émissions télévisées, elle partageait son histoire pour inspirer d'autres personnes à se battre pour leurs droits, même lorsque le système semblait être contre eux. Le colonel d'Amba, quant à lui, continua à servir avec une vigilance renouvelée. L'affaire avait laissé une marque indélébile sur lui, mais elle l'avait aussi rendu plus déterminé à ne jamais laisser de tels abus se reproduire sous son commandement. Il veillait désormais à ce que chaque membre de son équipe comprenne l'importance de l'honnêteté et de la justice, jurant de ne plus jamais fermer les yeux sur les signes de corruption.
La brigade, bien que secouée par ces événements, trouva une nouvelle force dans cette épreuve. Les policiers qui restaient s'unirent pour redonner à leur unité le respect qu'elle méritait, décidés à prouver que l'honneur et la justice pouvaient prévaloir, même dans les moments les plus sombres. Enfin, cette histoire nous enseigne que la vérité finit toujours par éclater, et que la justice, bien qu'elle puisse parfois tarder, trouve toujours son chemin. Dans un monde où l'abus de pouvoir peut sembler omniprésent, il est essentiel de se rappeler que le courage et la détermination peuvent renverser les pires situations. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Histoire ancestrale. Si elle vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.